Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit, votre rendez-vous avec la littérature française ou étrangère. Et ce soir, je suis ravie de vous retrouver pour reprendre ensemble une œuvre de la littérature française, car c'est avec Charles Baudelaire et son essai Les paradis artificiels que nous allons passer la soirée. Alors quelques mots rapides sur Charles Baudelaire, car j'ai déjà eu l'occasion précédemment dans l'émission précédente de vous en dire quelques-uns, mais je reprends au cas où vous reprenez l'émission en son cours. Alors Charles Baudelaire est un poète français que vous connaissez sûrement, qui est né à Paris en 1821 et qui est mort à Paris aussi en 1867. Donc il est mort à 46 ans, ce qui est très jeune. Il occupe une place donc considérable parmi les poètes français, notamment pour le recueil qu'il a façonné durant toute sa vie et qui s'intitule Les fleurs du mal. Et donc, il a essayé, tout au long de son œuvre, Charles Baudelaire a essayé de détacher la poésie de la morale et de faire que qu'elle soit destinée au beau et non à la vérité. Donc, il s'éloigne souvent de la vérité dans cette œuvre. Mais il a aussi largement été reconnu pour Les paradis artificiels, son essai donc que je m'apprête à reprendre avec vous. Alors donc c'est un essai qui est composé de deux parties. La première partie qui a été publiée en 1860 et donc la première partie est intitulée Le poème du hashish, qui est un essai donc sur le hashish et où le poète fait part de ses observations sur la prise de drogue par ses amis et lui-même. Donc il décrit un peu en quoi consiste le hashish, il fait une description de son origine et de sa création et des effets que ça peut procurer. Et dans la deuxième partie, donc Confession d'un mangeur d'opium anglais, il reprend donc ce livre et il en fait des commentaires. Il donne des passages traduits, des commentaires littéraires, philosophiques et biographiques. Voilà, donc avant de reprendre la lecture, je voudrais vous inviter à réagir sur les réseaux sociaux, comme on le dit à chaque fois. N'hésitez pas à utiliser le hashtag VBN pour interagir avec nous et pour vraiment vous faire part de vos commentaires. Et ou alors de nous suggérer des livres que vous aimeriez qu'on lise dans cette émission. Voilà, donc je reprends la partie donc, des paradis artificiels au chapitre 2, Qu'est-ce que le hashish ? Et donc c'est à la page 117. Voilà, bonne soirée. À Constantinople, en Algérie et même en France, quelques personnes fument du hashish mêlé avec du tabac. Mais alors, les phénomènes en question ne se produisent que sous une forme très modérée et, pour ainsi dire, paresseuse. J'ai entendu dire qu'on avait récemment, au moyen de la distillation, tiré du hashish une huile essentielle qui paraît posséder une vertu beaucoup plus active que toutes les préparations connues jusqu'à présent. Mais elle n'a pas été étudiée pour que je puisse avec certitude parler de ces résultats. N'est-il pas superflu d'ajouter que le thé, le café et les liqueurs sont des adjuvants puissants qui accélèrent plus ou moins l'éclosion de cette ivresse mystérieuse. Chapitre 3. Le théâtre de Séraphin. Qu'éprouve-t-on ? Que voit-on ? Des choses merveilleuses, n'est-ce pas ? Des spectacles extraordinaires ? Est-ce bien beau, et bien terrible, et bien dangereux ? Telles sont les questions ordinaires qu'adressent avec une curiosité mêlée de crainte les ignorants aux adeptes. On dirait une enfantine impatience de savoir, comme celle des gens qui n'ont jamais quitté le coin de leur feu, quand ils se trouvent en face d'un homme qui revient des pays lointains et inconnus. Ils se figurent l'ivresse du hashish comme un pays prodigieux, un vaste théâtre de prestidigitation et d'escamotage où tout est miraculeux et imprévu. C'est là un préjugé, une méprise complète. Et puisque pour le commun des lecteurs et des questionneurs, le mot hashish comporte l'idée d'un monde étrange et bouleversé, l'attente de rêves prodigieux, il serait mieux de dire hallucinations, lesquelles sont d'ailleurs moins fréquentes qu'on ne le suppose, je ferai tout de suite remarquer l'importante différence qui sépare les effets du hashish des phénomènes du sommeil. Dans le sommeil, ce voyage aventureux de tous les soirs, il y a quelque chose de positivement miraculeux. C'est un miracle dont la ponctualité a émoussé le mystère. Les rêves de l'homme sont de deux classes.
Les uns pleins de sa vie ordinaire, de ses préoccupations, de ses désirs, de ses vices, se combinent d'une façon plus ou moins bizarre avec les objets entrevus dans la journée qui se sont indiscrètement fixés sur la vaste toile de sa mémoire. Voilà le rêve naturel. Il est l'homme lui-même, mais l'autre espèce de rêve. Le rêve absurde, l'imprévu, sans rapport ni connexion avec le caractère, la vie et les passions du dormeur. Ce rêve que j'appellerais hiéroglyphique, qui représente évidemment le côté surnaturel de la vie, et c'est justement parce qu'il est absurde que les anciens l'ont cru divin. Comme il est inexplicable par les causes naturelles, ils lui ont attribué une cause extérieure à l'homme. Et encore aujourd'hui, sans parler de romanciens, il existe une école philosophique qui voit dans les rêves de ce genre tantôt un reproche, tantôt un conseil. En somme, un tableau symbolique et moral engendré dans l'esprit même de l'homme qui sommeille. C'est un dictionnaire qu'il faut étudier, une langue dont les sages peuvent obtenir la clé. Dans l'ivresse du hashish, rien de semblable. Nous ne sortirons pas du rêve naturel. L'ivresse dans toute sa durée ne sera, il est vrai, qu'un immense rêve grâce à l'intensité des couleurs et à la rapidité des conceptions. Mais elle gardera toujours la tonalité particulière de l'individu. L'homme a voulu rêver, le rêve gouvernera l'homme. Mais ce rêve sera bien le fils de son père. L'oisif s'est ingénié pour introduire artificiellement le surnaturel dans sa vie et dans sa pensée. Mais il n'est après tout, et malgré l'énergie accidentelle de ses sensations, que le même homme augmenté, le même nombre élevé à une très haute puissance. Il est subjugué, mais pour son malheur, il ne l'est que par lui-même, c'est-à-dire par la partie déjà dominante de lui-même. Il a voulu faire l'ange, il est devenu une bête, momentanément très puissante, si toutefois on peut appeler puissance une sensibilité excessive, sans gouvernement pour la modérer ou l'exploiter. Que les gens du monde et les ignorants, curieux de connaître des jouissances exceptionnelles, sachent donc bien qu'ils ne trouveront dans le hashish rien de miraculeux, absolument rien que le naturel excessif. Le cerveau et l'organisme sur lesquels opère le hashish ne donneront que leurs phénomènes ordinaires, individuels, augmentés, il est vrai, quant au nombre et à l'énergie, mais toujours fidèles à leur origine. L'homme n'échappera pas à la fatalité de son tempérament physique et moral. Le hashish sera pour les impressions et les pensées familières de l'homme un miroir grossissant, mais un pur miroir. Voici la drogue sous vos yeux. Un peu de confiture verte, gros comme une noix, singulièrement odorante, à ce point qu'elle soulève une certaine répulsion, et des velléités de nausée comme le ferait du reste, toute odeur fine et même agréable, portée à son maximum de force et pour ainsi dire de densité. Qu'il me soit permis de remarquer en passant que cette proposition peut être inversée et que le parfum le plus répugnant, le plus révoltant, deviendrait peut-être un plaisir s'il était réduit à son minimum de quantité et d'expansion. Voilà donc le bonheur. Il remplit la capacité d'une petite cuillère. Le bonheur avec toutes ses ivresses, toutes ses folies, tous ses enfantillages. Vous pouvez avaler sans crainte, on n'en meurt pas. Vos organes physiques n'en recevront aucune atteinte. Plus tard, peut-être, un trop fréquent appel au sortilège diminuera-t-il la force de votre volonté. Peut-être serez-vous moins homme que vous ne l'êtes aujourd'hui. Mais le châtiment est si lointain et le désastre futur d'une nature si difficile à définir. Que risquez-vous ? Demain, un peu de fatigue nerveuse. Ne risquez-vous pas tous les jours de plus grands châtiments pour de moindres récompenses ? Ainsi c'est dit, vous avez même pour lui donner plus de force et d'expansion, délayé votre dose d'extra gras dans une tasse de café,
noir. Vous avez pris soin d'avoir l'estomac libre, reculant vers 9 ou 10 heures du soir le repas substantiel, pour livrer au poison toute liberté d'action. Tout au plus dans 1 heure, prendrez-vous une légère soupe. Vous êtes maintenant suffisamment lesté pour un long et singulier voyage. La vapeur a sifflé, la voilure est orientée, et vous avez, sur les voyageurs ordinaires, ce curieux privilège d'ignorer où vous allez. Vous l'avez voulu, vive la fatalité. Je présume que vous avez eu la précaution de bien choisir votre moment pour cette aventureuse expédition. Toute débauche parfaite a besoin d'un parfait loisir. Vous savez d'ailleurs que le hashish crée l'exagération non seulement de l'individu, mais aussi de la circonstance et du milieu. Vous n'avez pas de devoir à accomplir exigeant de la ponctualité, de l'exactitude, point de chagrin de famille, point de douleur d'amour. Il faut y prendre garde. Ce chagrin, cette inquiétude, ce souvenir d'un devoir qui réclame votre volonté et votre attention à une minute déterminée, viendrait sonner comme un glas à travers votre ivresse et empoisonnerait votre plaisir. L'inquiétude deviendrait angoisse, le chagrin torture. Si toutes ces conditions préalables observées, le temps est beau si vous êtes situé dans un milieu favorable, comme un paysage pittoresque ou un appartement poétiquement décoré. Si de plus vous pouvez espérer un peu de musique, alors tout est pour le mieux. Il y a généralement dans l'ivresse du hashish 3 phases assez faciles à distinguer. Ce n'est pas une chose peu curieuse à observer chez les novices que chez les premiers symptômes de la première phase. Vous avez entendu parler vaguement des merveilleux effets du hashish. Votre imagination a préconçu une idée particulière, quelque chose comme un idéal d'ivresse. Il vous tarde de savoir si la réalité sera décidément à la hauteur de votre espérance. Cela suffit pour vous jeter dès le commencement dans un état anxieux, assez favorable à l'humeur conquérante et envahissante du poison. La plupart des novices, au premier degré d'initiation, se plaignent de la lenteur des effets. Ils les attendent avec une impatience puérile. Et la drogue n'agissant pas assez vite à leur gré, ils se livrent à des fanfaronnades d'incrédulité qui sont fort réjouissantes pour les vieux initiés qui savent comme le hashish se gouverne. Les premières atteintes, comme les symptômes d'un orage longtemps indécis, apparaissent et se multiplient au sein même de cette incrédulité. C'est d'abord une certaine hilarité, saugrenue, irrésistible, qui s'empare de vous. Ces accès de gaieté non motivés, dont vous êtes presque honteux, se reproduisent fréquemment et coupent des intervalles de stupeur pendant lesquels vous cherchez en vain à vous recueillir. Les mots les plus simples, les idées les plus triviales prennent une physionomie bizarre et nouvelle. Vous vous étonnez même de les avoir jusqu'à présent trouvés si simples. Des ressemblances et des rapprochements incongrus, impossibles à prévoir, des jeux de mots interminables, les ébauches de comiques jaillissant continuellement dans votre cerveau. Le démon vous a envahi. Il est inutile de regimber contre cette hilarité douloureuse comme un chatouillement. De temps en temps, vous riez de vous-même, de votre niaiserie et de votre folie. Et vos camarades, si vous en avez, rient également de votre état et du leur, mais comme ils sont sans malice, vous êtes sans rancune. Cette gaieté tour à tour languissante ou poignante, ce malaise dans la joie, cette insécurité, cette indécision de la maladie ne dure généralement qu'un temps assez court. Bientôt, les rapports d'idées deviennent tellement vagues, le fil conducteur qui relie vos conceptions si ténues que vos complices seuls peuvent vous comprendre. Et encore, sur ce sujet de ce côté, aucun moyen de vérification. Peut-être croit-il vous comprendre et l'illusion est-elle réciproque. Cette folâtrie et ces éclats de rire, qui ressemblent à des explosions, apparaissent comme une véritable folie, au moins comme une niaiserie de maniaque, à tout homme qui n'est pas dans le même état que vous. De même, la sagesse et le bon sens, la régularité des pensées chez les témoins prudents qui ne sait pas enivrer, vous réjouit et vous amuse, comme un genre particulier de démence.
Les rôles sont intervertis. Son sang-froid vous pousse aux dernières limites de l'ironie. N'est-ce pas une situation mystérieuse, comique que celle d'un homme qui jouit d'une gaieté incompréhensible pour qui ne s'est pas placé dans le même milieu que lui? Le fou prend le sage en pitié et dès lors l'idée de sa supériorité commence à poindre à l'horizon de ses intellects. Bientôt elle grandira, grossira et éclatera comme une météore. J'ai été témoin d'une scène de ce genre qui a été poussée fort loin et dont le grotesque n'était intelligible que pour ceux qui connaissaient, au moins par l'observation sur autrui, les effets de la substance et la différence énorme de diapason qu'elle crée entre deux intelligences supposées égales. Un musicien célèbre, qui ignorait les propriétés du hashish, qui peut-être n'en avait jamais entendu parler, tombe au milieu d'une société dont plusieurs personnes en avaient pris. On essaye de lui en faire comprendre les merveilleux effets. À ces prodigieux récits, il sourit avec grâce, par complaisance, comme un homme qui veut bien poser pendant quelques minutes. Sa méprise est vite devinée par ces esprits que le poison a aiguisés, et les rires le blessent. Ces éclats de joie, ces jeux de mots, ces physionomies altérées, toute cette atmosphère malsaine l'irrite et le pousse à déclarer, plutôt peut-être qu'il n'aurait voulu, que cette charge d'artiste est mauvaise et que d'ailleurs, elle doit bien être fatigante pour ceux qui l'ont entreprise. Le comique illumina tous les esprits comme un éclair. Ce fut un redoublement de joie. Cette charge peut être bonne pour vous, dit-il, mais pour moi, non. Il suffit qu'elle soit bonne pour nous, réplique en égoïste un des malades. Ne sachant s'il a affaire à de véritables fous ou à des gens qui simulent la folie, notre homme croit que le parti le plus sage est de se retirer. Mais quelqu'un ferme la porte et cache la clé. Un autre, s'agenouillant devant lui demande pardon au nom de la société et lui déclare isolément, mais avec larmes, que malgré son infériorité spirituelle, qui peut-être excite un peu de pitié, tous sont pénétrés pour lui d'une amitié profonde. Celui-ci se résigne à rester et même il condescend sur des prières insistantes à faire un peu de musique. Mais les sons du violon, en se répandant dans l'appartement comme une nouvelle contagion, empoignaient, le mot n'est pas trop fort, tantôt un malade, tantôt un autre. C'étaient des soupirs rauques et profonds, des sanglots soudains, des ruisseaux de larmes silencieuses. Le musicien, épouvanté, s'arrête et s'approchant de celui dont la béatitude faisait le plus de tapage, lui demande s'il souffre beaucoup et ce qu'il faudrait faire pour le soulager. Un des assistants, un homme pratique, propose de la limonade et des acides. Mais le malade, l'extase dans les yeux, les regarde tous deux avec un indicible mépris. Vouloir guérir un homme malade de trop de vie, malade de joie. Comme on le voit par cette anecdote, la bienveillance tient une assez grande place dans les sensations causées par le hashish. Une bienveillance molle, paresseuse, muette et dérivant de l'attendrissement des nerfs. À l'appui de cette observation, une personne m'a raconté une aventure qui lui était arrivée dans cet état d'ivresse, et comme elle avait gardé un souvenir très exact de ses sensations, je compris parfaitement dans quel embarras grotesque, inextricable, l'avait jeté cette différence de diapason et de niveau dont je parlais tout à l'heure. Je ne me rappelle pas si l'homme en question en était à sa première ou à sa seconde expérience. Avait-il pris une dose un peu trop forte ou le hashish avait-il produit, sans l'aide d'aucune autre cause apparente, ce qui arrive fréquemment, des effets beaucoup plus vigoureux. Il me raconta qu'à travers sa jouissance, cette jouissance suprême de se sentir plein de vie et de se croire plein de génie, il avait tout d'un coup rencontré un objet de terreur. D'abord ébloui par la beauté de ses sensations, il en avait été subitement épouvanté. Il s'était demandé ce que deviendraient son intelligence et ses organes si cet état qu'il prenait pour un état surnaturel allait toujours s'aggravant,
si ses nerfs devenaient toujours de plus en plus délicats. Par la faculté de grossissement que possède l'œil spirituel du patient, cette peur doit être un supplice ineffable. J'étais, disait-il, comme un cheval emporté et courant vers un abîme, voulant s'arrêter mais ne le pouvant pas. En effet, c'était un galop effroyable et ma pensée, esclave de la circonstance du milieu, de l'accident et de tout ce qui peut être impliqué dans le mot hasard, avait pris un tour purement et absolument rhapsodique. « Il est trop tard », me répétais-je sans cesse avec désespoir. Quand cessa ce mode de sentir qui me parut durer un temps infini et qui n'occupa peut-être que quelques minutes, quand je crus pouvoir enfin me plonger dans la béatitude si chère aux orientaux, qui succède à cette phase furibonde, je fus accablé d'un nouveau malheur. Une nouvelle inquiétude, bien triviale et bien puérile, s'abattit sur moi. Je me souvins tout d'un coup que j'étais invité à dîner à une soirée d'hommes sérieux. Je me vis à l'avance au milieu d'une foule sage et discrète où chacun est maître de soi-même, obligé de cacher soigneusement l'état de mon esprit sous l'éclat des lampes nombreuses. Je croyais bien que j'y réussirais, mais aussi je me sentais presque défaillir en pensant aux efforts de volonté qu'il me faudrait déployer. Par je ne sais quel accident, les paroles de l'Évangile, « Malheur à celui par qui le scandale arrive », venaient de surgir dans ma mémoire et, tout en voulant les oublier, en m'appliquant à les oublier, je les répétais sans cesse dans mon esprit. Mon malheur, car c'était un véritable malheur, prit alors des proportions grandioses. Je résolus, malgré ma faiblesse, de faire acte d'énergie et de consulter un pharmacien, car j'ignorais les réactifs et je voulais aller, l'esprit libre et dégagé, dans le monde où on m'appelait mon devoir. Mais sur le seuil de la boutique, une pensée soudaine me prit, qui m'arrêta quelques instants et me donna à réfléchir. Je venais de me regarder en passant dans la glace d'une devanture et mon visage m'avait étonné. Cette pâleur, ses lèvres rentrées, ses yeux agrandis. Je vais inquiéter ce brave homme, me dis-je, et pour quelle niaiserie. Ajouter à cela le sentiment du ridicule que je voulais éviter, la crainte de trouver du monde dans la boutique. Mais ma bienveillance soudaine pour cet apothicaire inconnu dominait tous mes autres sentiments. Je me figurais cet homme aussi sensible que je l'étais moi-même en cet instant funeste, et comme je m'imaginais aussi que son oreille et son âme devaient comme les miennes vibrer au moindre bruit, je résolus d'entrer chez lui sur la pointe des pieds. Je ne saurais, me disais-je, montrer trop de discrétion chez un homme dont je vais alarmer la charité. Et puis je me promettais d'éteindre le son de ma voix comme le bruit de mes pas. Vous la connaissez, cette voix du hashish, grave, profonde, gutturale et ressemblant beaucoup à celle des vieux mangeurs d'opium. Le résultat fut le contraire de ce que je voulais obtenir. Décidé à rassurer le pharmacien, je l'épouvantais. Il ne connaissait rien de cette maladie, n'en avait jamais entendu parler. Cependant, il me regardait avec une curiosité fortement mêlée de défiance. Me prenait-il pour un fou, un malfaiteur ou un mendiant? Ni ceci ni cela, sans doute, mais toutes ces idées absurdes traversèrent mon cerveau. Je fus obligée de lui expliquer longuement, quelle fatigue, ce que c'était que la confiture de chanvre et à quel usage cela servait, lui répétant sans cesse qu'il n'y avait pas de danger, qu'il n'y avait pas pour lui de raison de s'alarmer et que je ne demandais qu'un moyen d'adoucissement ou de réaction, insistant fréquemment sur le chagrin sincère que j'éprouvais de lui causer de l'ennui. Enfin, comprenez bien toute l'humiliation contenue pour moi dans ces paroles. Il me pria simplement de me retirer. Telle fut la récompense de ma charité et de ma bienveillance exagérée. J'allais à ma soirée, je ne scandalisais personne. Nul ne devina les efforts surhumains qu'il me fallut faire pour ressembler à tout le monde. Mais je n'oublierai jamais les tortures d'une ivresse ultra-poétique, gênée par le décorum et contrariée par un devoir.
Quoique naturellement portée à sympathiser avec toutes les douleurs qui naissent de l'imagination, je ne pus m'empêcher de rire de ce récit. L'homme qui me le faisait n'est pas corrigé. Il a continué à demander à la confiture maudite l'excitation qu'il faut trouver en soi-même, mais comme c'est un homme prudent, rangé, un homme du monde, il a diminué les doses, ce qui lui a permis d'en augmenter la fréquence. Il apprécia plus tard les fruits pourris de son hygiène. Je reviens au développement régulier de l'ivresse. Après cette première phase de gaieté enfantine, il y a comme un apaisement momentané. Mais de nouveaux événements s'annoncent bientôt par une sensation de fraîcheur aux extrémités qui peut même devenir un froid, un froid très intense chez quelques individus et une grande faiblesse dans tous les membres. Vous avez alors des mains de beurre et dans votre tête, dans tout votre être, vous sentez une stupeur et une stupéfaction embarrassantes. Vos yeux s'agrandissent. Ils sont comme tirés dans tous les sens par une extase implacable. Votre face s'inonde de pâleur, les lèvres se rétrécissent et vont rentrant dans la bouche avec ce mouvement d'annihilation qui caractérise l'ambition d'un homme en proie à des grands projets, oppressé par de vastes pensées ou rassemblant sa respiration pour prendre son élan. La gorge se ferme pour ainsi dire, le palais est desséché par une soif qu'il serait infiniment doux de satisfaire, si les délices de la paresse n'étaient pas plus agréables et ne s'opposaient pas au moindre dérangement du corps. Des soupirs rauques et profonds s'échappent de votre poitrine, comme si votre ancien corps ne pouvait pas supporter les désirs et l'activité de votre âme nouvelle. De temps à autre, une secousse vous traverse et vous commande en mouvement involontaire, comme ces soubresauts qui, à la fin d'une journée de travail ou dans une nuit orageuse, précèdent le sommeil définitif. Avant d'aller plus loin, je veux, à propos de cette sensation de fraîcheur dont je parlais plus haut, raconter encore une anecdote qui servira à montrer jusqu'à quel point les effets, même purement physiques, peuvent varier suivant les individus. Cette fois, c'est un littérateur qui parle, et en quelques passages de son récit, on pourra, je crois, trouver les indices d'un tempérament littéraire. J'avais, me dit celui-ci, pris une dose modérée d'extrait gras, et tout allait pour le mieux. La crise de gaieté maladive avait duré peu de temps, et je me trouvais dans un état de langueur et d'étonnement qui était presque du bonheur. Je me promettais donc une soirée tranquille et sans souci. Malheureusement, le hasard me contraignait à accompagner quelqu'un au spectacle. Je pris mon parti en brave, résolu à déguiser mon immense désir de paresse et d'immobilité. Toutes les voitures de mon quartier se trouvant retenues, il fallut me résigner à faire un long trajet à pied, à traverser les bruits discordants des voitures, les conversations stupides des passants, tout un océan de trivialité. Et voilà, c'est ainsi que s'achève pour ce soir notre lecture ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez hâte de connaître la suite des Paradis artificiels de Charles Baudelaire. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et surtout aussi, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag VBN pour interagir avec nous. Voilà, bonne soirée.